France Info. Cela fait déjà longtemps que l'on parle de lui comme d'un philosophe qui monte, ce qui signifie qu'il doit donc être assez haut. En tout cas, il est avec nous en ce début de saison, dans ce studio. Et c'est un plaisir de vous accueillir. Bonjour Vincent Cespedes. Bonjour. Philosophe, je le disais, essayiste, vulgarisateur et auteur prolifique. J'aimerais avec vous que l'on parle d'ailleurs de ce livre que vous avez publié chez Flammarion, un livre sur les générations, Oser la jeunesse, c'est son titre. Votre thèse, c'est que notre société fait tout pour asservir, abrutir et censurer la jeunesse. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu excessif ? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de l'excès, mais il y a, disons, un marqueur dans ma façon de percevoir les choses qui a été de me mettre du côté des jeunes. Et c'est vrai que lorsqu'on se positionne du côté des jeunes, on se rend compte de la violence qui les encourt, mais ils ont pour eux la jeunesse. Donc ils ont pour eux l'optimisme, ils ont pour eux l'idée qu'ils peuvent rebondir, que c'est pas grave, que les coups, les difficultés, tout ça, ça forge le caractère. Mais lorsqu'on se met comme ça, qu'on fait cet exercice auquel je me suis livré, de mettre à la place des jeunes, on se dit mais c'est pas possible, comment font-ils pour tenir à l'école, les fesses sur la chaise 8 heures par jour, avec des profs qui sont pas toujours olé olé, et comment font-ils pour tenir dans les stages qui les précarisent, pour tenir devant l'absolue arrogance des plus vieux à la télévision, comment on parle d'eux, etc. Donc oui, il y a un ton un peu scandalisé, outré, et je crois à la puissance de l'exagération en philosophie. Bon, mais pourquoi les vieux agiraient-ils ainsi ? Pour le pouvoir, pour profiter de la vie, pour avoir toutes les retombées positives d'une société de consommation qui va les choyer de plus en plus. On sait aujourd'hui que le pic du bonheur est calculé dans les alentours de 70 ans. Donc ça prouve bien quand même que oui, il y a l'idée toute une génération qui s'accroche à des privilèges acquis. Et puis il y a aussi l'idée que finalement les jeunes doivent faire souvent le sale boulot. Est-ce qu'il n'y a pas également une forme de responsabilité de ces jeunes qui se laissent faire ? C'est vrai que je suis toujours étonné lorsque j'ai plongé dans les sondages sociologiques, il y a de la matière dans ce que j'avance. Je suis étonné effectivement d'une certaine forme de placidité chez les jeunes. À d'autres époques, on imagine que ça aurait été un peu plus tendu, et c'est vrai qu'à part quelques émeutes en banlieue et puis une sorte de ras-le-bol un peu généralisé. Alors moi, il y a deux raisons pour ça. La première raison pour laquelle les jeunes ne montrent pas un peu plus de révolte dans leurs exigences, etc., c'est qu'ils sont quand même assez rassasiés par une société de consommation qui les cible bien et qui leur donne des contentements éphémères de dernière technologie, de consommation, de divertissement. Vous dites d'ailleurs les jeunes, c'est pas une tranche d'âge, c'est une clientèle. Oui, exactement. On en fait une clientèle et on s'adresse aux jeunes comme des clients. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que on ne sait plus ce que ça veut dire le nous aujourd'hui, et les jeunes sont morcelés, atomisés comme le reste de la société. Et c'est vrai que l'idée d'action collective, l'idée même d'association, l'idée de faire des choses ensemble dans un destin collectif commun, c'est une idée qui est plus tellement à la mode, hélas. Voilà. Donc, une révolte de la jeunesse telle que on l'a connue en 1968, ça vous paraît quelque chose de totalement impossible ? C'est totalement impossible, c'est pour ça que c'est fortement probable. C'est-à-dire que c'est impossible effectivement, comme juste avant mai 68, on jugeait que l'année 68 allait se passer dans la paix et la sérénité. Et donc c'est fortement probable parce que d'abord les jeunes le veulent, ça. 2/3 des jeunes, quand on les interroge, sont pour un mouvement insurrectionnel de type mai 68. Et de quel type d'insurrection il s'agissait ? Il s'agissait d'une insurrection philosophique, intellectuelle, civilisationnelle. Tout d'un coup, la jeunesse disait « Moi papa, moi maman, je vais pas reprendre ce que vous avez fait, je vais critiquer l'héritage que je reçois et je vais dire mon mot sur ce que je pense sur l'écologie, le capitalisme, la bureaucratie, etc. » Et ce mouvement philosophique, cette explosion on va interroger la civilisation, on va peut-être rectifier 2-3 trucs, la jeunesse en a envie, mais elle est encore assez passive et assistée, elle a envie que les aînés le fassent. Alors moi, j'incite dans mon livre, Oser la jeunesse, de dire non les jeunes, on compte sur vous pour vous remuer un peu le cocotier et puis vous changer un peu la donne. Alors vous nous décrivez une société qui serait une sorte de théâtre d'une guerre entre jeunes et vieux, mais au fond, Vincent Cespedes, est-ce que c'est bien nouveau ? Est-ce que finalement c'est pas le propre de l'humanité que les jeunes et les vieux se combattent ? Bien sûr, vous avez raison. Depuis Platon, on a affaire à ce conflit des générations. Mais là, il y a une grande nouveauté, c'est qu'on a affaire à une absence de bienveillance. Il y a vraiment l'idée qui est presque une idéologie de la société. C'est ça la nouveauté. C'est que les jeunes, on doit leur faire la leçon et on doit absolument les formater pour le monde de demain. Oser la jeunesse, c'est le titre de ce livre aux éditions Flammarion. Vincent Cespedes, invité d'un monde d'idées toute la journée sur France Info. France Info.
Oser la jeunesse, c'est le titre de ce livre que vous publiez chez Flammarion, Vincent Cespedes, un livre où vous n'êtes pas tendre avec notre système éducatif, l'école qui serait, à vous lire, une machine à éteindre l'audace. Bah oui. Là, je crois vraiment que on ne peut être d'accord qu'avec ça. Je vois pas. Bon, bien sûr, moi j'ai été professeur. Il y a des professeurs qui sont géniaux, sublimes et formidables. Mais tout le monde se plaint. Je vais dans des cercles où je parle avec des patrons de petites PME, etc. Ils en veulent contre l'école. Je vais dans des cercles où on parle philosophie, etc. Ils en veulent contre l'école. Je vais dans des cercles où on essaie d'inventer les nouvelles technologies de demain, d'inventer le futur, et ils en veulent contre l'école. C'est-à-dire que l'école est une machine à tuer la passion. C'est pas simplement qu'elle manque de passion. C'est que le but du système scolaire tel qu'il a été façonné, ficelé, fomenté, j'ai envie de dire, c'est de prendre des jeunes qui sont bouillonnants, plein d'envie, plein de gourmandise, plein de joie, plein de choses potaches aussi, plein d'ignorance. Mais il y a de la vie. Il y a du désir. Mais on croyait justement et d'éteindre ça. On croyait justement que la révolution de l'école avait eu lieu après mai 68. Ah oui, mais ça allait dans le sens de maintenant, l'école doit être déclinée selon la passion. Mais tous les robinets de passion ont été éteints. Et aujourd'hui, à part quelques expérimentations qu'on met comme ça au devant de la scène, mais qui sont pas du tout exemplaires de ce qui se passe, on a affaire à une école qui massacre la passion. Regardez par exemple, il y a des matières qui se prêtent bien à la passion. La philosophie, évidemment, se prête à la passion lorsqu'elle est non pas une histoire des idées, mais une allez-y les gars, pensez et réfléchissez. La philosophie, elle est marginalisée, le dessin marginalisé, les arts en général marginalisés. On a affaire à des mathématiques d'un autre âge. Même les mathématiciens rigolent du système euclidien qu'on donne à manger aux enfants, qui d'ailleurs se destinent même pas aux mathématiques. Dès qu'on dit les langues mortes, on va peut-être se calmer. Ça y est, c'est tollé général, mon Dieu. L'école est une sorte d'école, mais c'est en fait la victoire d'Alain Finkielkraut et compagnie. L'école doit ennuyer pour être formatrice. Cette idéologie de l'école doit ennuyer pour être formatrice entre quatre murs, avec quelque chose de disciplinaire, pourrait dire Michel Foucault. L'école, c'est fait pour s'amuser. L'école, c'est fait pour trouver son désir, ses passions, ce qu'on veut faire plus tard. Lorsqu'on interroge aujourd'hui des jeunes de 17 ans, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Rimbaud dans un beau poème. Aujourd'hui, on est super sérieux. On est tellement sérieux qu'on a peur, on est complexé de parler anglais, on est complexé de faire des fautes d'orthographe, on est complexé de parler à des adultes, on est complexé de participer à la démocratie. C'est une machine à complexer les jeunes, à faire que l'audace effectivement s'éteigne, parce que le but de la vie, c'est de faire des erreurs et d'apprendre de ses erreurs. L'école n'est pas du tout sur ce modèle-là. C'est pas le modèle de la vie. Le but de l'école, c'est ne pas faire de fautes, sinon on est sanctionné dans des voies de garage et on a honte. Et on provoque des petits individus qui ont honte de faire des erreurs, honte de s'éclater et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie. C'est ça la catastrophe de notre système. C'est que des jeunes de 17 ans qui devraient dire normalement « j'ai tellement de choses que je veux faire, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai tellement de choses » disent « je ne sais pas quoi faire parce que rien ne m'intéresse ». C'est ça le drame de l'école aujourd'hui. Pour vous, l'école ne doit pas conduire à la formation professionnelle? Si, bien sûr que si, elle peut. Moi, je pas du tout. Vous écrivez l'inverse, hein. Non, elle ne doit pas conduire qu'à ça. Elle doit conduire au jugement critique, évidemment. C'est-à-dire qu'il s'agit de fabriquer non pas des brebis ou des moutons, mais des individus qui sont capables de comprendre le monde, d'avoir des clés minimales de lecture. Et s'ils le comprennent pas, grâce à Internet, ils pourront le comprendre. Donc, l'école doit apprendre à apprendre aujourd'hui avec Internet. Et puis, il y a aussi une chose importante. C'est que l'école française ne forme pas au débat d'idées, ne forme pas au jugement critique. On n'ose pas dire ses idées. On ne sait pas comment prendre la parole en public. On n'apprend pas l'entre-gens qui est vraiment hyper important après pour la socialisation future. Être à l'aise dans la société, être à l'aise avec des choix d'une équipe. Et puis l'exercice de la démocratie. L'école pourrait être un magnifique exercice de la démocratie. Pourquoi pas de portable à l'école? Allez, on va discuter, on va voter. Venez les enfants, venez les jeunes. Le programme intérieur, les règles, on va les discuter en commun. Ça, c'était le programme de mai 68 et ils avaient raison. Ils étaient avant-gardistes sur ce coup-là. Aujourd'hui, vous signez, quand vous êtes élève, un règlement intérieur. Vous n'avez rien voulu. C'est une école contractuelle qui reste encore l'idée d'une grande garderie. Alors, moi, je suis assez admiratif de ce que fait Madame la Ministre mais bon, c'est tout un terrain. On voit bien la résistance aujourd'hui des Français par rapport à l'école. Donc, il faut détendre les choses et comprendre que l'école est là pour aujourd'hui apprendre à apprendre. On va apprendre toute sa vie dans le futur. Donc, arrêtons avec cette idée d'un bagage et puis on arrête d'apprendre. L'école doit être une immense matrice concentrée sur la passion d'apprendre. Les meilleurs professeurs qui vous restent en tête, c'est les professeurs qui ont été passionnés. Il faudrait peut-être aussi qu'on recrute comme ça, qu'on évalue ce que c'est la passion et qu'on trouve une pédagogie de la passion. C'est ça qu'on doit tous inventer. Le philosophe Vincent Cespedes, invité dans Monde d'idées toute la journée. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie de cet entretien. France Info. Le philosophe Vincent Cespedes est notre invité aujourd'hui et votre idée force dans ce livre, Oser la jeunesse, c'est que nous devons aller vers une sorte de
grande réconciliation intergénérationnelle, parce que, dites-vous, la nouvelle génération, les jeunes, doit régénérer les anciennes. Comment est-ce qu'on fait ? Alors d'abord, on sort de l'idéologie, les jeunes c'est des têtes vides qu'il faut remplir. On sort de l'idéologie, les jeunes c'est des abrutis qu'il faut coacher. Et on sort de l'idéologie, nous on est bien, on a de l'expérience, eux ils ont rien, ils ont tout à apprendre. Donc ça c'est déjà un gros boulot puisque, comme disait l'autre, l'héritage de mai 68 a été liquidé. L'idée qu'un éducateur est aussi quelqu'un qui est éduqué dans son acte même d'éduquer est complètement mise à la trappe. Donc il va falloir un peu se remettre dans l'humilité de se dire, voilà, on est vieux, et on connaît pas tout, on sait pas tout, et eux, c'est peut-être une des premières générations de l'histoire de l'humanité qui peut avoir des choses à nous apprendre, mais vraiment des choses très concrètes, non pas seulement en termes de technologie et de numérique, et tout ça, mais avec tout ce que comporte le numérique, c'est-à-dire le contenu. La jeunesse surfe sur du contenu, a accès à du contenu et tisse par des liens de collaboration, tisse du savoir. Alors, comment on fait ? Déjà, voilà, c'est cette position d'humilité. Déjà, si ce livre pouvait aider à ce que tous ceux qui sont dans la classe d'âge d'un certain pouvoir, d'une certaine possibilité de prestige social, de pouvoir influencer un peu le monde, un tout petit peu, qu'ils puissent dire, voilà, je dois apprendre de cette jeunesse. Et puis aussi, cette humilité, c'est de se dire que la jeunesse nous survivra. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est elle, l'humanité de demain. Donc, on a une grande responsabilité. Et vu les programmes débiles qu'on lui donne à manger, vu les idéologies absolument liberticides et déshumanisantes qu'on lui donne, nous sommes tous responsables de ça. Et si on se révolte pas contre ça, c'est qu'on signe en bas de la page aussi, en disant abrutissez pas mes jeunes à moi, pas mes enfants, mais le reste de la jeunesse, surtout la jeunesse pauvre, vous pouvez l'abrutir, il n'y a pas de problème. Et puis après, moi je suis pour effectivement une paix entre les générations, un échange serein. Les jeunes ont du talent, mais ils n'ont pas peut-être le courage de l'expérience de la vie. Donc on peut les encourager. Les jeunes ont beaucoup d'humour. Cette génération-là, elle a un humour fou. On peut en profiter, on peut se fluidifier, je dirais, identitairement au contact de cette jeunesse-là. Le bain de jouvence, la fontaine de jouvence qu'on cherchait par Mont et par Vaux de la Floride à l'Inde. Le bain de jouvence, il est autour de nous, c'est les jeunes. Dès qu'on se connecte à des jeunes, on se connecte à quelque chose de régénérant qui va contre nos idées reçues. C'est une sorte de mouvement philosophique que de se confronter à la jeunesse parce qu'elle peut ne pas être d'accord avec ce qui pour nous est évident ou a été formateur. Eh bien, c'est aussi aimer l'autocritique que de pouvoir se confronter à la jeunesse. Donc moi, j'incite ces générations à se fréquenter parce que peut-être dans la première fois dans l'histoire de l'humanité, j'adore ça, c'est très ronflant, mais en fait je pense que c'est tout à fait vrai, il y a vraiment un intérêt réciproque à une sorte de collaboration entre générations. Alors vous parlez de collaboration, quel serait le lieu privilégié de cet échange intergénérationnel pour vous ? Eh ben, le lieu privilégié, il devrait être normalement dans la ville. Ça doit se passer dans la ville, dans la démocratie. Il y a toute une réflexion que je mène depuis plusieurs années sur l'espace urbain. Vincent Cespedes, à aucun moment vous ne parlez de la famille. Or, a priori, c'est le lieu principal d'échange entre les générations. La famille, pour moi, est une sorte d'usine à névrose. De ce que je vois de mes discussions avec des psys, des psychiatres, des psychologues, de ce que je vois, même des sexologues, de ce que je vois avec beaucoup de lectures, je me rends compte de plus en plus, et c'est Frantz Fanon qui disait ça déjà à l'époque, il disait le modèle de la famille occidentale ne peut pas être un modèle viable. Et aujourd'hui, on le voit. Et si on est un peu honnête avec soi-même, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Les jeunes le voient très très bien. Mais c'est vrai que j'ai envie qu'on relativise la famille. Que le papa-maman, qui a été vraiment l'ombre suprême planant sur les identités et les destins au XXe siècle, grâce notamment à Freud et à ce qu'on a fait du freudisme, que tout ça soit relativisé. Moi, j'ai envie d'être Pardon, mais vous n'avez pas 50 ans de retard quand vous dites ça ? Bah, je pense que vous n'avez pas une vision un peu caricaturale ? Moi, je pense que j'ai 50 ans d'avance, mais bon, après, il faut voir. J'ai l'impression que cette relativisation de la famille et surtout du duo papa-maman, la bonne et moi, on connaît ce trio, ce quatuor, que tout ça vole en éclats. On enferme les enfants dans la névrose de papa ou la névrose de maman, et si vous avez un parent névrosé, vous avez toutes les chances d'être névrosé vous-même. Qu'on désacralise un peu le papa-maman, ça fera du bien à tout le monde et surtout aux jeunes. Et aussi à papa-maman, qui ont une responsabilité énorme sous les épaules et qui craquent sous le stress de la tâche parentale, au lieu de fluidifier les choses en invitant leurs amis aussi à participer à cette grande aventure qu'est d'éduquer un enfant. Oser la jeunesse, c'est le titre de votre livre. Vincent Cespedes, philosophe, vous avez été l'invité d'un monde d'idées toute la journée sur France Info.